À la une, bien, mais pour mieux faire, la note de l'Union européenne au Sénégal, la mission d'observation de l'UE a publié son rapport sur l'organisation de la présidentielle du 24 mars dernier. Des manquements ont été notés, 22 recommandations formulées. Cheikhna Keita, commissaire de police à la retraite, il liste les chantiers et défis qui attendent le nouveau directeur général de la police nommé hier. Le premier chantier, à ses yeux, c'est de réconcilier ce corps avec les citoyens suite aux événements de ces dernières années. Le deuxième, pas un chantier mais plutôt un défi, la sécurité des populations et la sécurisation des frontières pour mieux faire face à la menace terroriste. L'amertume et le désarroi des commerçants du marché central de Kaolack, ils ont été déguerpis ce matin. Message de colère adressé aux autorités. À suivre les actualités internationales avec Georges Déthié Diop. En sport football, qualification au mondial 2026. Quatrième galop d'entraînement des Lions cet après-midi. La tanière pas au complet. Sadio Mané et Lamine Camara manquent encore à l'appel. Nous serons avec Malal Diagne Junior. Point de vue, pêche illicite. L'Union européenne adresse un carton jaune en guise de premier avertissement à l'encontre du Sénégal. Quelles conséquences sur les accords de pêche qui prennent fin en novembre prochain? Le prétexte, la rencontre ouverte ce matin. Un atelier d'échange entre le GAIPES, le Forum civil et les journalistes sur les enjeux de la publication de la liste des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sénégalaises. Rendez-vous en fin de journal avec nos deux intervenants. Aliou Ba est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. Le scrutin présidentiel du 24 mars dernier, passé à la loupe par la mission d'observation de l'Union européenne. Selon le rapport final, le bilan de l'organisation de l'élection présidentielle globalement est positif. Cependant, des fausses notes ont été soulignées. L'absence d'informations sur le fichier électoral, la non-disponibilité de la carte d'électeur, entre autres manquements. À l'arrivée, 22 recommandations ont été formulées. La cérémonie de présentation du rapport final de la mission électorale de l'Union européenne a eu lieu ce matin. Famadion. Malgré une note positive pour l'organisation du scrutin présidentiel, il reste beaucoup à faire selon la mission, notamment la question du fichier ou encore la disponibilité de la carte électorale, le parrainage, les personnes qui n'ont pas voté parce que privées de liberté, des choses à améliorer. Maline Bujor, la chef de la mission d'observation de l'élection présidentielle de l'Union européenne. Conséquence de la crise politique, la campagne électorale s'est déroulée sur une période réduite de 14 jours au lieu de 21 jours prévu par la loi électorale. Cela a limité la possibilité pour les candidats de mener campagne sur tout le territoire. Les audits récents du fichier ont exposé que près de 50% des jeunes de 18 à 30 ans n'étaient pas inscrits. Le parrainage ainsi qu'une caution financière sont des outils légitimes de filtrage des candidatures, évidemment, mais cependant, on a constaté que les modalités d'application au Sénégal entraînent un certain nombre de conséquences négatives. Alors que le processus électoral a été entamé, une crise a secoué le Sénégal. Une crise qui sera surmontée, d'où le constat des observateurs de l'Union européenne. Le peuple sénégalais résilient a voté et choisi librement. Le candidat d'opposition Bassirou Diomaye Faye, a obtenu une majorité absolue des voix dès le premier tour, avec un taux de participation de 61,30%. Selon nos observations, le scrutin a été bien organisé et s'est déroulé dans le calme. Les électeurs ont pu effectuer leur choix librement entre les 19 candidats dans une ambiance paisible et ordonnée. Malgré la bonne tenue du scrutin présidentiel, les observateurs ont formulé 22 recommandations, parmi lesquelles l'accès à l'information, l'adoption d'un cadre juridique pour le financement des partis, l'obligation de la publication en ligne des résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote, entre autres recommandations. Famadion, midi 5 minutes, le contrôleur général de police Mame Seydou Ndour, désormais nouveau patron de la police nationale, il a été nommé hier en Conseil des ministres. Parmi les défis qui l'attendent, le nouveau directeur le nouveau directeur général de la police doit réconcilier ce corps avec les citoyens après les événements de ces dernières années. Selon le commissaire de police à la retraite Cheikhna Keita, il ajoute que Mame Seydou Ndour doit permettre à la police d'avoir les moyens nécessaires pour faire face à l'insécurité dans notre pays et aux menaces de diverses formes. Le commissaire Cheikhna Keita au téléphone avec Eladji Ndiogou. Après cette traversée très longue de 3 ans et quelques situations nouvelles particulières que la police n'a jamais connues, 3 ans durant lesquels la police a éprouvé une remise en cause de tout ce qui faisait sa valeur,
ces chefs ont été dénigrés, les troupes ont été dénigrées, ça et là, mêlés à des situations dans lesquelles on a mis sur leur compte beaucoup de choses qui ne sont pas forcément réelles, mais qui comptent aujourd'hui dans la mesure où c'est une cause de rupture avec les populations. Donc le chef a besoin de réarmer ses hommes et de repartir avec eux parce que la mission n'est pas finie. L'autre, maintenant, ces populations sont victimes de situations qui les ont poussées à se positionner là par rapport au peuple, aux policiers, dans une situation déjà qui était en permanente détérioration avant ces événements. Aujourd'hui, le fossé s'est aggravé et ces populations doivent être réconciliées avec les services de police qui ont vocation à travailler pour elles, à leur procurer une sécurité comme il le faut. Dans ce contexte d'insécurité lié à cet environnement délétère marqué par l'accroissement du trafic de drogue, qui est une question sur laquelle il faut travailler, et l'accroissement de drogue qui est en relation avec cette détérioration de l'environnement sécuritaire international. La police est obligée aujourd'hui de prendre en compte dans sa mission et dans l'expression de sa mission la nécessité de veiller scrupuleusement à faire en sorte que ce qui est la menace permanente, à savoir le terrorisme et l'instabilité, ne se développe pas davantage compte tenu de tous les signaux que nous avons. Cheikhna Keita, commissaire de police à la retraite, le pillage des ressources forestières se poursuit dans le sud du pays en dépit des mesures en vigueur pour y mettre un terme. Le Premier ministre Ousmane Sonko a fait le constat hier en Conseil des ministres avant d'annoncer la tenue prochaine d'un conseil interministériel sur le trafic de bois et la déforestation. Une idée bien appréciée par Mamina Camara. Il est le président de l'association Action pour un développement durable, structure très impliquée dans le domaine de la protection des forêts en Casamance. Il adhère à l'idée d'un audit de l'existant pour mieux faire face au phénomène. Mamina Camara avec Lamine Ba. C'est une bonne nouvelle et je pense que l'État est une continuité. Il y a eu des acquis et la situation, surtout en Casamance, quand on parle des ressources forestières, c'est vrai, c'est pas seulement en Casamance, nous avons la région de Tambacounda, mais la concentration des forêts est donc plus importante dans la région dans le pôle Casamance. Donc c'est pourquoi donc il faut s'en féliciter de cette forte mesure, mais surtout de cette prise de conscience des populations par rapport à la protection de l'environnement et de la biodiversité et l'écosystème. C'est vrai, l'environnement est agressé, mais vous savez, c'est difficile de faire comprendre aux populations compte tenu des difficultés, mais aussi à cette jeunesse. Avec tout ce qu'on voit, je vois ma région, la région de la Casamance, qui jadis, il y avait même des routes qu'on appelait routes sans soleil. Il y avait des villages pour y accéder. On ne peut pas voir le soleil comme le village Tandimang pratiquement 1 kilomètre. Mais aujourd'hui, le désert qui nous quitte. Le Premier ministre estime qu'aujourd'hui, il va falloir également auditer toutes les ressources qui avaient été mises dans le cadre de la lutte contre le pillage des ressources en Casamance. Vous pensez que c'est une bonne idée? Oui, vous savez, donc quand il y a un changement de régime et c'est toute une volonté de faire l'état des lieux, c'est important. On ne peut pas s'engager vers de nouvelles horizons, de nouveaux projets sans pourtant savoir l'état des lieux. Il faut d'abord faire l'état des lieux et ça permet aujourd'hui de savoir là où on est et les projections futures. Les premiers mots du tout nouveau directeur général de la SONAGED, il dit être, Khalifa Ababakar Sarr dit être conscient des défis qui l'attendent. Nous l'écoutons. Bon, la priorité reste et demeure une poursuite de tout ce qui a été initié par nos prédécesseurs, sachant que nous n'allons pas en terrain vide. Il y a beaucoup d'acquis aujourd'hui qui ont été réalisés, mais nous allons consolider ces acquis, les harmoniser, mais aussi continuer cette démarche inclusive, collaborative et participative. Parce qu'on sait que le secteur de la salubrité publique en Afrique et particulièrement au Sénégal est aujourd'hui effectivement un enjeu de taille. Parce que viser les matières premières, viser aussi l'éducation des populations, l'information et la communication demeure dans le challenge de corroborer tout cela avec les financements verts et tout ce qui constitue les projets. Khalifa Ababakar Sarr, donc nouveau directeur général de la SONAGED, la Société nationale de gestion intégrée des déchets, midi 10 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. À Touba, le collectif des opérateurs économiques qui s'activent dans la filière arachide qui a mis en lumière leurs difficultés, notamment la concurrence jugée déloyale, le manque de graines d'arachide, les tracasseries administratives et les exportants. Lors d'un forum de 2 jours, les acteurs ont appelé le président de la République à régler tous ces problèmes avant le début de l'hivernage. Pambaïdiaou.
Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, les nouvelles autorités peuvent compter sur le collectif des opérateurs économiques de la cité religieuse. Ce collectif qui s'active dans la filière arachidière dispose de tous les moyens pour transformer les graines. Khadim Dieng, secrétaire général du collectif. Nous avons des capacités de filtration, par exemple, de plusieurs milliers de tonnes par jour. Là, ça concerne le décortiquage et le triage. Nous avons aussi des capacités de transformation, notamment en production d'huile, que l'on peut effectuer des dizaines de tonnes par jour avec Rasiac. Cependant, les opérateurs économiques doivent faire face à des défis significatifs. Parmi ceux-ci, la concurrence déloyale. Nous avons une forte présence d'étrangers avec d'énormes moyens qui ne peuvent pas concurrencer les nationaux. Même les grandes huileries comme la Sonacos, elles sont plus spécialisées. Certains ont fermé leurs portes, d'autres ont essayé de s'adapter en exportant de la graine même. À cela s'ajoutent les difficultés liées à l'exportation des graines d'arachide. Khadim Dieng demande une nouvelle législation sur les exportations de l'arachide. Le problème de l'obsolescence des décrets qui régissent la commercialisation sont des décrets qui datent des années 70 et des années 80. Or, à l'époque, il n'y avait pas la présence d'étrangers, il n'y avait pas non plus la présence des unités artisanales de presse. En marge d'un forum sur la contribution des acteurs de la filière arachide, le collectif des opérateurs économiques de Touba ont listé les difficultés qui gangrènent leurs activités. Ils ont rédigé un mémorandum qu'ils comptent déposer sur la table du chef de l'État. RFM Touba. Pape Mbaye Diaw, je vous l'annonçais en titre, cette opération de déguerpissement et de désencombrement au marché central de Kaolack, commerçants établis et chassés de leur lieu de travail. Ils sont dans la tourmente à quelques jours de la Tabaski. Leur colère dans cette correspondance signée Fatoumbo. Ils n'ont pas pu étaler leurs marchandises au marché central face à un impressionnant dispositif policier accompagné des camions et bulldozers. Une situation qui suscite indignation parmi des commerçants. Visage crispé, le cœur meurtri, Mariam Cham, une vendeuse de poissons, fait partie des victimes de cette opération de déguerpissement et de désencombrement initiée par l'édile de la ville. Il a une famille, nous aussi, nous avons une famille, nous gagnons notre pain ici, dans ce lieu de commerce. Pour la municipalité, cette opération entre dans le cadre de l'organisation des lieux de commerce afin d'améliorer le cadre de vie. Babacar Tiaka, responsable des équipements marchands. Donc à l'étranger, au Sénégal et partout, tout le monde déplore ce qui se passe ici. Vous savez qu'il y a pas mal d'accidents, pas mal d'incendies et un désordre extraordinaire. Alors la commune a pris une décision. La commune a préparé un site de recasement. Préoccupés par leur sort, ces ambulants se disent déçus et menacent d'exiler, d'où l'interpellation des nouvelles autorités à revoir leur posture. Avec tout ce qu'on a fait, l'État vient aujourd'hui nous déguerpir dans ce lieu de commerce. Est-ce que cela ne va pas nous pousser à emprunter le chemin de l'immigration, vu que les autres pays ont besoin quand même des jeunes? Ces commerçants au marché central n'envisagent même pas de rejoindre le site proposé par la mairie. Fatoumbo Kaolack, Radio Futur Média. Midi 14, Fatoumbo, merci. Éducation, assurer un bon dispositif organisationnel du certificat de fin d'études élémentaires et du BFM. À Linguère, les autorités éducatives se mobilisent déjà. Elles réclament plus de véhicules pour le convoyage du matériel et des examinateurs. Un ensemble de sujets donc abordés en marge d'un CDD tenu à cet effet. Baye Assane Diaw. Les autorités administratives et académiques préoccupées par une bonne organisation du CFE, certificat de fin d'études élémentaires et du BFM. Mamadou Alioune Diallo, inspecteur de l'éducation et de la formation de Linguère. Les grandes lignes, c'est le dispositif à mettre en place pour une organisation au niveau des centres, mais également pour le convoyage du matériel, mais également des enseignants au niveau donc des différents centres. Au niveau du département, pour amener toutes les collectivités territoriales à nous aider à organiser ces examens. Au CFE, cette année, nous avons 3588 candidats pour 2228 filles et 1360 garçons. Au BFM, nous en avons 2376 globalement et 1375 filles et 1001 garçons. Les candidats sans pièce d'état civil vont faire l'examen du CFE, certes, mais la régularisation devra ensuite se faire, souligne l'inspecteur. Nous avons noté au niveau de l'IF de Linguère un passif de 79 candidats qui n'ont pas encore l'extrait de naissance. Nous sommes en train de faire de la sensibilisation au niveau donc des
des parents d'élèves pour que ces élèves-là puissent avoir leur extrait de naissance. Mais également, vous savez que les autorités sont en train de tout faire pour diligenter donc l'obtention de ce document-là. Pour l'organisation de ces examens en plein hivernage et surtout pour le BFM, des dispositions sont déjà prises. Nous avons en tout cas choisi des centres qui ne sont pas susceptibles d'inondation. Tous les centres seront fonctionnels à l'abri donc du vent et des intempéries. L'inspection de l'éducation et de la formation de Linguère occupe depuis 3 ans la première place du classement au CFE dans l'académie de Louga, selon l'inspecteur Mamadou Alioune Diallo, qui dit vouloir maintenir le cap cette année-ci. Baye Assane Diaw, Linguère, Radio Futur Média. Le secrétaire général du CELS section Linguère a saisi l'occasion pour montrer son désaccord par rapport à la tenue du CFE et de l'entrée en 6e après la Tabaski. Selon lui, les élèves risquent de désapprendre. Il a aussi plaidé pour le paiement de la double correction au CFE. Le CFE et l'entrée en 6e qui, je le rappelle, sont prévus les 25 et 26 juin prochains. Wali Gueye avec Baye Assane Diaw. La remarque est toute simple. Étant donné que les élèves vont ils vont forcément avoir une baisse de niveau. Le risque est là. On aimerait que si une pareille situation se pose, on mette les conditions pour permettre aux élèves de pouvoir faire cet examen-là avant d'aller en fête. Mais au-delà même des élèves, les examinateurs, eux aussi, être plus libres d'aller fêter comme ça se doit en famille. Et beaucoup de nos camarades enseignants, ils voyagent très loin. Ils peuvent aller à des centaines de kilomètres. Maintenant, vouloir passer la fête en famille et retourner aussitôt, étant donné que la Tabaski est un moment de retrouvailles, on aimerait que cette date vraiment puisse être fixée avant la Tabaski. Oui, nous, syndicats, nous fustigeons cet état de fait. Nous pensons que, comme ça se fait au BFM ou bien au bac, la double correction doit être payée à la correction de l'entrée en 6e parce que c'est une source de motivation qui a été faite par le gouvernement. Donc, les enseignants aussi de l'élémentaire qui corrigent l'entrée en 6e vraiment doivent se sentir aussi honorés que les autres correcteurs des autres examens. Donc, nous demandons à l'État de rectifier le tir. Il n'est pas encore trop tard de faire la correction nécessaire. Nous exigeons que les enseignants qui corrigent les copies de l'entrée en 6e et du CFE puissent bénéficier de la double correction lors du paiement. Wali Gueye, le secrétaire général du CELS section Linguère. Et puis la musique sénégalaise en deuil avec le décès de Mansour Seck du groupe Dandé Legnol. Décédé donc depuis hier, sa voix a marqué plutôt les esprits et reste un grand ami de Baba Lady Mal. Son portrait avec Awambaye. Sa voix mélodieuse était le reflet de sa nature. Mansour Seck, une belle âme aux qualités humaines exceptionnelles. Son ami Almami Bokoum, à qui il a dédié une célèbre chanson, parle du musicien comme un homme presque parfait. Mansour Seck est une icône de la musique sénégalaise. Mansour Seck, c'est un grand artiste. Mansour Seck, c'est un homme fidèle en amitié. Mansour Seck, c'est un homme très généreux. Mansour Seck était un grand soutien, pas seulement de famille, mais de quartier entier dans son village natal de Guédé. Mansour Seck, un immense artiste avec un cursus médical extraordinaire. L'amitié qui liait Baba Mal, leader du Dandé Legnol, avec son binôme Mansour Seck est connue de tous, de Podor à Dakar, et a même dépassé les frontières selon le témoignage d'Almami Bokoum. Mansour Seck, l'ami de Baba Mal, Mansour Seck, le frère de Baba Mal. Ils sont connus depuis le collège de Podor, depuis même l'école primaire, je pourrais dire. Et Mansour Seck sans Baba Mal, il y a quelque chose qui manque. Baba Mal sans Mansour Seck, il y a quelque chose qui manque. C'était un duo de guitare, de voix qui remettait au goût du jour toutes les mélodies du Fouta ancestral, toutes les mélodies du Sénégal en général. Et l'un sans l'autre, ça n'avait plus de sel. C'est aujourd'hui, tout le monde peut témoigner que c'était des amis sincères. Il y avait une amitié. Et il y a une amitié sincère. Chanteur, choriste, guitariste, Mansour Seck, un ténor qui a marqué son temps et a laissé ses empreintes musicales au Dandé Legnol, et les nombreux albums en groupe ou en solo en témoignent. Le musicien de 69 ans, natif de Podor, laisse derrière lui son presque jumeau, Baba Mal, qui a toujours parlé de lui avec grand amour. Awambaye, merci. Condoléances donc à Baba Mal et à l'ensemble du groupe Dandé Legnol, mais également à tout le monde de la culture. Midi 20. RFM. L'actualité internationale.
Bonjour Georges Déthié Diop. Bonjour Barthélémy. Burkina Faso, Guy Hervé Cam libéré puis enlevé dans la foulée. L'avocat n'aura été libre que quelque temps. À peine le véhicule qui le conduisait est arrivé devant son domicile. Il a été enlevé par des hommes se présentant comme des forces de sécurité. L'information sur la libération puis le nouvel enlèvement de maître Guy Hervé Cam s'est propagée sur les réseaux sociaux. Selon RFI, c'est dans la nuit du mercredi à jeudi que le célèbre avocat burkinabé a été libéré. Interpellé dans la nuit du 24 au 25 janvier dernier par des agents se présentant comme des forces de sécurité à l'aéroport international de Ouagadougou alors qu'il revenait d'un voyage, la justice avait depuis ordonné sa mise en liberté. En vain, une décision confirmée par la cour administrative d'appel. Mais rapidement, dans un communiqué, le mouvement Sens, auquel il appartient, explique que des agents de la Sûreté nationale ont déposé maître Guy Hervé Cam sur un terrain non loin de son domicile et qu'immédiatement, un autre groupe d'hommes armés l'a récupéré pour une destination inconnue. Le mouvement Sens dit ignorer les raisons pour lesquelles l'avocat Guy Hervé Cam n'a pas été directement remis à sa famille qui l'attendait à son domicile et encore moins pourquoi il a été récupéré manu militari par un deuxième groupe embusqué. Le mouvement Sens exige la libération immédiate et sans condition de son coordonnateur et que cessent ces pratiques qualifiées d'un autre âge. Sodetiam, le Nigeria, Georges, revient à son premier hymne national près de 50 ans après. Le nouvel hymne a été adopté hier mercredi. Les députés ont voté une loi remplaçant l'actuelle par une version abandonnée il y a près d'un demi-siècle. Fama Dione. L'approbation de la loi par le président Bola Tinubu intervient 11 jours après son adoption par les deux chambres de l'Assemblée nationale du Nigeria, dominées par le parti au pouvoir. Les députés fédéraux ont présenté et adopté le projet de loi en moins d'une semaine, un processus inhabituellement rapide pour des projets de loi importants dont l'examen prend habituellement des semaines ou des mois. L'hymne Rise aux compatriotes qui est remplacé était utilisé depuis 1978, date à laquelle il a été introduit par le gouvernement militaire. L'hymne a été composé à une époque où le pays était secoué par une guerre civile meurtrière. Il appelle les Nigérians à servir notre patrie avec amour et force et à ne pas laisser le travail de nos héros du passé en vain. La nouvelle version, qui prend effet immédiatement, a été introduite pour la première fois en 1960 lorsque le Nigeria a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne avant d'être abandonné par les militaires, intitulée Nigeria We Healthy. Elle a été écrite par Lillian Jan Williams, une expatriée britannique qui vivait au Nigeria à l'époque. Le nouvel hymne a été publiquement pour la première fois joué lors d'une session législative à laquelle assistait Bola Tinubu, qui fêtait mercredi sa première année en tant que président. Au Togo, 2 élèves de 21 et 24 ans condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal de grande instance de Lomé les a reconnus coupables envers les représentants de l'autorité publique. Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, ils avaient interpellé le président Faure Gnassingbé pour dire leur mécontentement sur le changement de la constitution. Pour leurs avocats qui ne comptent pas faire appel à la société civile, ces jeunes n'ont fait qu'exprimer leur opinion et leurs propos ne peuvent en aucun cas être qualifié d'outrage. Hors du continent, en Espagne, le Parlement a définitivement adopté ce matin la loi d'amnistie en faveur des indépendantistes catalans. Cette mesure très controversée du gouvernement de gauche de Pedro Sanchez permettra le retour des indépendantistes en exil depuis la sécession avortée de 2017. Comme Carles Puigdemont, la loi d'amnistie a été approuvée par 177 voix contre 172, la majorité absolue étant de 176. En Iran, ouverture ce jeudi des inscriptions pour les candidats à l'élection présidentielle anticipée du 28 juin. Ils ont 5 jours pour le faire au sein du ministère de l'Intérieur. Les candidatures devront être validées d'ici au 11 juin par le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe non élu dominé par les conservateurs et chargé de superviser le processus électoral. Initialement prévu en 2025, le scrutin a été anticipé après la mort d'Ebrahim Raïssi le 19 mai dernier dans le crash d'un hélicoptère. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Point de vue pêche illicite, l'Union européenne qui adresse un carton jaune en guise de premier avertissement à l'encontre du Sénégal. Quelles conséquences sur les accords de pêche qui prennent fin en novembre prochain? Le prétexte, la rencontre ouverte ce matin, un atelier d'échange entre le GAIPES, le Forum civil et les journalistes sur les enjeux de la publication de la liste des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sénégalaises. Pour en parler, en fin de journal, nous serons avec le docteur Alioune Ba, responsable de campagne Océan pour Greenpeace Afrique, et Omar Dramé, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal. RFI Sport. Bienvenue Malal Diagne Junior. Merci Barthélémy. Lutte pour la montée en Ligue 1, l'AS Douane croise les HLM pour rejoindre l'élite. L'élite, la Ligue 1 sénégalaise, ce sera donc pour cette avant-dernière journée du championnat national du Sénégal. L'équipe donc de l'AS Douane qui doit obligatoirement gagner. Même situation pour l'équipe des HLM pour cette journée prévue ce week-end. Soletam revient sur les enjeux de ce match. Troisième au classement avec 38 points, l'AS Douane va tenter de venir à bout de son poursuivant direct, HLM de Dakar, qui est au pied du podium avec 36 points. Ce qui fait de cette rencontre un choc de la 25e journée de la Ligue 2. L'entraîneur de HLM Dakar s'attend à un match difficile, mais demande à ses joueurs de rester sereins. Ali Mal. Il faut aborder ces genres de matchs sereinement, il faut avoir aussi de la sérénité, comme on dit. Et c'est dire que nous jouons seulement un match de football qui va durer 90 minutes, voire peut-être 95 minutes. Mais nous serons là aussi pour dire que aussi attention, ce ne sera pas un match facile pour toutes les deux équipes, même pour nous les coachs, ce sera un match très difficile comme on dit. Nous avons joué l'autre jour RS-Yoff, un match très difficile, donc nous nous attendrons aussi peut-être à pire, un match aussi très difficile, mais qui sera difficile pour toutes les deux équipes. Donc ce que nous pouvons dire, il faut aborder ce match-là sereinement, il faut toujours aussi avoir de la lucidité devant les buts. Comme on dit, nous allons chez eux, donc soyons sereins et jouons un match de football seulement. De son côté, l'AS Douane qui doit accueillir cette rencontre compte mettre les bouchées doubles pour retrouver le chemin de la victoire, souligne l'entraîneur Ibou Diouf. On a mis tous les atouts de notre côté pour essayer de gagner ce match parce que n'oublions pas que, comme j'ai l'habitude de le dire aussi, l'AS Douane c'est une grande équipe, c'est une grande administration et nous on a l'obligation de toujours essayer de bien faire. Pour nous ce soir c'est d'empocher les 3 points et essayer de continuer notre chemin tranquillement parce que c'est un championnat difficile. Chaque année le championnat de plus en plus compliqué, plus en plus difficile. C'est les aléas du foot qui font qu'il y a des matchs comme ça dans une saison. C'est pas se mettre aussi la pression parce que ce sera inutile, à moins que ce sera une pression positive. À noter que l'AS Douane et HLM de Dakar, qui sont à la quête d'une victoire pour assurer la montée, sont talonnés par Agel de Rufisque, qui est classé 5e avec 35 points. Alors, un faux pas pour les deux protagonistes serait fatal. Agel va jouer contre l'équipe de Ndiambour, Oslo fera face à Kermajor, RS-Yoff de Mbodjib FC, Niaretali Duc, Snaps Excellence jouera contre l'équipe de Thiès FC. Équipe nationale Malal Diagne Junior, Aliou Cissé ferme la tanière cet après-midi. À double tour, personne n'y entre excepté les joueurs et les membres du staff technique de l'équipe nationale. C'est pour la séance d'entraînement de cet après-midi prévue au stade annexe de Diamniadio. L'équipe nationale va donc s'entraîner à huis clos afin de mettre en place certains schémas et autres tactiques de jeu pour bien préparer le match contre la RD Congo prévu le 6 juin prochain au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio et le 9 juin prochain. L'équipe nationale du Sénégal ira en Mauritanie à Nouakchott pour y défier la sélection mauritanienne. Ça rentre dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde prévue aux États-Unis en 2026. Ce sera les 3e et 4e journées de ces championnats. Tournoi de l'UFOA, la coupe reste à Dakar. Les Lioncelles ont tout fait avec la manière à Thiès pour remporter le tournoi de l'UFOA A en battant leur adversaire du jour, la Guinée-Bissau, par 3-0. Une victoire qui a donc fait plaisir au président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, qui estime que cette équipe U20 a du talent et un potentiel à préserver pour les prochaines compétitions. L'équipe nationale de football du Sénégal U20 chez les filles s'est bien comportée depuis le début du tournoi de l'IFOA. Sur les 8 équipes du tournoi, c'est la seule à ne pas encaisser de buts. 14 buts marqués, 0 défaite, 0 but encaissé. Le bilan est positif selon Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Zone UFOA A,
U20 et je pense qu'après avoir gagné la dernière édition, le fait de rééditer à ça, mais avec la manière, en marquant un nombre énorme de buts, 0 encaissé, à l'image d'ailleurs des U20 à la dernière CAN, U20 garçons, ça montre qu'elles ont dégagé une grande puissance par rapport aux autres équipes et aussi le potentiel qui s'est dégagé parce qu'il ne faut pas oublier que nous avions des U20, mais à l'intérieur de cette équipe, nous avons au moins 5 jeunes U17 qui étaient au Libéria il y a quelques jours. Donc c'est de bon augure. Et ces jeunes, quand on les voit jouer, on décèle beaucoup de talents individuels, mais aussi beaucoup de qualités collectives. C'est, je dirais, la rançon des investissements qui sont faits depuis quelques années dans le football féminin sénégalais. La capitaine de l'équipe du Sénégal et sa bande ont laminé la Guinée-Bissau en finale 3-0 et remportent le trophée de l'IFOA pour la deuxième fois. Oulimata Ndiaye s'en réjouit. Vu que l'équipe a beaucoup de qualité, à chaque match, ça me fait plaisir. En plus, c'est important de gagner ça. C'est rare que tu gagnes un tournoi sans encaisser de buts. Ça veut dire qu'il y a d'esprit groupe, on a marqué beaucoup de buts. Les U20 chez les filles ont fait un bon tournoi. Le parcours est bon. Le 12e Gaïndé et les supporters thiessois ont bien répondu à l'appel. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le train est en gare. Et c'est donc fini. Ah, je vous avais dit de fermer. À l'arrivée, tout le monde descend. Tout le monde descend. Mais je reste à l'antenne. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La presse de ce jeudi, lecture et commentaire, Georges Diop. Du nouveau dans l'enquête sur le crash de l'avion de Transair. Selon l'Observateur, des experts américains ont débarqué la semaine dernière à l'aéroport pour se rendre sur le lieu de l'accident. Mon confrère indique qu'ils y ont été précédés par les enquêteurs du BA, le bureau d'enquête et d'analyse. Et après un entretien avec leurs collègues sénégalais, les experts américains ont ramassé sur place quelques éléments de l'avion. Les enquêteurs du BA leur ont également remis les boîtes noires devant servir à déterminer les causes réelles du crash après un diagnostic approfondi des pièces à conviction qui sera, selon une source de l'Observateur, effectué à l'étranger dans les mois à venir. Les semaines à venir, les mois à venir, le général Souleymane Kandé devrait rejoindre New Delhi en Inde où il est affecté comme attaché de défense. Seulement, le désormais ex-chef d'état-major de l'armée de terre aurait décidé d'attaquer le décret présidentiel. À ce propos, un juriste confie à l'Observateur qu'il peut bien attaquer ce décret devant la Cour suprême s'il le trouve illégal. Pendant ce temps, l'info évoque les fondements de la mesure prise par le chef de l'État. Le journal affirme que le décret 2024-873 du 29 mars 2024 portant création d'une mission militaire permanente dans les ambassades placées sous l'autorité d'un officier général ou supérieur des forces armées appelé attaché de défense et de sécurité conforte le chef de l'État, un décret qui a été signé par l'ancien chef de l'État, ce qui fait dire au quotidien Le Témoin que le général Kandé est affecté par Macky. Le général Kandé qui, si l'on se fie à Tribune, refuse d'exécuter les ordres de Ousmane Sonko. Selon le confrère, le Premier ministre a voulu rompre les accords militaires avec les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la France. Les nouvelles autorités ont voulu acheter le système d'écoute de masse et d'espionnage ciblé Pegasus selon afriqueconfidentielle.com. Ce système devrait lui permettre d'écouter toutes les applications telles que WhatsApp, Telegram, Signal, Wire utilisées par les Sénégalais. Dans le même sillage, le quotidien affirme que le général Kandé devra se contenter du titre d'attaché militaire en Inde si la Cour suprême confirme son affectation. Selon le journal, il semble devoir cette affectation au fait de s'être opposé à une volonté du Premier ministre Ousmane Sonko. Après l'armée, la police et l'administration pénitentiaire sont secouées par des changements. Vox Populi informe que Mame Seydou Ndour remplace Seydou Bokariag à la tête de la police nationale. À l'administration pénitentiaire, Aliou Ciss prend les commandes. Une grande révolution selon les Échos qui soulignent que c'est la première fois qu'un inspecteur de l'administration pénitentiaire est nommé directeur général. Jusque-là, ce sont des gendarmes ou des magistrats qui dirigeaient l'administration pénitentiaire. Ces mesures ont été prises lors du Conseil des ministres, conseil au cours duquel le président a appelé à la mobilisation générale. C'est ce que fait savoir le journal Le Soleil qui évoque la préservation de l'environnement et la journée nationale d'investissement humain le 1er juin. Selon le quotidien gouvernemental, le chef de l'État a demandé la vulgarisation de la nouvelle politique du Sénégal en matière d'environnement, de développement durable et de transition écologique découlant du projet vers la mise en place d'un programme national de promotion de la citoyenneté, trafic de bois
bois, le mal persiste. À la une du journal Source A, la campagne agricole en panne de semences alors que ça commence à pleuvoir. Jackpot de 51 milliards décroché par le président Diomaye Faye pour redonner vie et envie à l'élevage. Tableau contrasté, s'exclame le journal. Jusqu'à hier, les fournisseurs de semences n'ont reçu aucune notification et la mise en place des produits n'existe qu'en rêve. Alors que le ciel a ouvert ses vannes au sud-est du pays, aucune graine d'arachide, de niébé, entre autres, n'est parvenue aux paysans. Seul le riz pluvial est actuellement distribué aux agriculteurs, notamment ceux du sud du Sénégal. Les opérateurs semenciers doivent, selon le journal, pour la campagne agricole 2023-2024, des dettes qui s'élèvent à 91 milliards de francs CFA, dont 53 dus à la Banque agricole. Pendant que les paysans trinquent, les éleveurs sont aux anges car la BAD et la Banque islamique de développement ont mis 51 milliards de francs CFA sur la table du président Diomaye pour redonner vie et envie au secteur de l'élevage. Union européenne-Sénégal, une interrogation à la une de Enquête. La guerre du poisson aura-t-elle lieu? Le Sénégal a émis le vœu de renégocier les accords de pêche. Bruxelles menace d'interdire au Sénégal d'exporter ses produits halieutiques vers le marché européen. L'UE pointe des lacunes dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le juriste Ousmane Koulibaly confie au journal que cette décision de l'Union européenne est un peu contradictoire. Ce dossier à lire dans Besbi le jour. Dossier sur les nouvelles drogues et leur mode de consommation. Ces vies qui titubent. L'alerte des experts du colloque international de Dakar des sciences sociales et drogues en Afrique francophone. Panneau solaire, nouvelle drogue. Guinée, la poudre collée sur le crâne rasé mortel. Kush provoque le diabète, le cancer du poumon ou d'ORL. 94 morts de Kush en 3 ans en Guinée. Le professeur Idrissa Ba qualifie XBET de drogue. Le professeur Mbissane Ngom souligne qu'il faut privilégier l'approche santé à la place des réponses pénales inefficaces. À vos kiosques et bonne lecture. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Merci beaucoup. Nous en venons maintenant à point de vue. Pêche illicite, l'Union européenne qui adresse un carton jaune en guise de premier avertissement à l'encontre du Sénégal. Quelles conséquences sur les accords de pêche qui prennent fin en novembre prochain? Le prétexte de ce débat, c'est la rencontre ouverte ce matin. Il s'agit d'un atelier d'échange entre le GAIPES, le Forum civil et les journalistes sur les enjeux de la publication de la liste des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sénégalaises. Pour en parler, nous sommes avec le docteur Alioune Ba. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de campagne Océan pour Greenpeace Afrique. Notre deuxième intervenant, Omar Dramé. Monsieur Dramé, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal. D'abord, la première question au docteur Alioune Ba. Docteur, d'abord, la Commission européenne qui a adressé un carton jaune en guise de premier avertissement à l'encontre du Sénégal en raison de ces pratiques de pêche jugées illicites. L'exécutif européen qui dit avoir identifié le Sénégal comme pays non coopératif dans la lutte contre cette pêche illicite non déclarée et non réglementée. D'abord, une première réaction suite à cet avertissement de l'Union européenne. Bonjour Barthélémy et merci pour cette question. Je pense que, concernant la pêche INN, illicite non déclarée et non réglementée, c'est quelque chose sur lequel Greenpeace a alerté plusieurs fois l'État du Sénégal, mais aussi plusieurs États africains. Donc, c'est quelque chose qui fait perdre beaucoup d'argent à ces pays-là. On estime cela entre 10 et 20 milliards d'euros par année. Donc, c'est quelque chose sur lequel ces États-là devraient, je pense, donner eux-mêmes un carton jaune ou bien un carton rouge. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bénéfique et qui fait perdre beaucoup d'argent, mais aussi nuit gravement à cette activité de pêche. Ah oui, parce que qui est très très importante pour la sécurité alimentaire, mais aussi la création d'emplois, surtout pour des pays comme le Sénégal. Donc je pense que cette question de la pêche INN devait être réglée par ces pays-là et ils ne devaient pas peut-être attendre que d'autres pays leur disent que aujourd'hui vous avez des problèmes de pêche INN. D'accord. Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en cas de non-conformité prolongée et persistante, le pays visé, le Sénégal, par ce carton rouge, peut bel et bien se voir attribuer un carton, par ce carton jaune, peut bel et bien se voir attribuer un carton rouge.
Effectivement, parce qu'en fait, comme vous le savez, hein, l'Union européenne et plusieurs pays, je pense, développés ont des engagements, ont pris des engagements de donner à leurs consommateurs des poissons qui ne sont pas issus de la pêche INN. Donc c'est la raison pour laquelle ils contrôlent effectivement tous les produits qui rentrent dans leur marché. Donc ils veulent que ces produits soient traçables et que ces produits soient issus de pêche durable. Donc en fait, s'ils identifient des pays qui ne respectent pas ces types de pêche durable, donc ils commencent à leur faire des alertes et voilà, peut-être même ils peuvent même arriver à supprimer un peu leur agrément. Leur agrément. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, docteur Ba. Omar Dramé, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture. Parmi les griefs soulevés par l'Union européenne, des exportations illégales du Sénégal vers l'UE qui ont été détectées, ce qui compromet la fiabilité du système de traçabilité sur lequel repose la certification des produits de pêche. Vous, en tant que syndicaliste, défenseur des travailleurs de la pêche, vous aviez vu venir cette situation? Merci beaucoup, Barthélémy. Je remercie vos auditrices et auditeurs. Donc, comme vous l'avez si bien dit, hein, l'alerte que l'Union européenne, l'ICCAT, ont fait récemment au niveau du Sénégal. Avant tout, d'abord, vous savez, la raréfaction de la ressource halieutique. Donc, comme le docteur l'a si bien dit, parmi les facteurs, il y a la pêche INN. Donc, la réglementation au niveau surtout de la pêche artisanale n'est pas du tout respectée par les pêcheurs. Et ça, donc, au niveau ministériel, donc, les mécanismes sont en train d'être pris pour véritablement donc lutter pour cette pêche INN. Avec les nouvelles autorités, donc des méthodes artistiques vont être véritablement utilisées et faire en sorte pour que cette pêche INN soit respectée au profit donc des Sénégalais. Et par rapport à l'Union européenne, vous savez, l'Union européenne a une convention avec le Sénégal et à travers un agrément qui nous a été délivré. Et chaque 3 ans, les inspecteurs de l'Union européenne viennent au Sénégal pour inspecter donc le ministère et l'autorité compétente qui est en charge, n'est-ce pas, donc de faire en sorte pour que la réglementation soit respectée. Maintenant, l'autre jour, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes en a parlé. Donc, il faut savoir que donc c'est une alerte zone. On n'a pas encore reçu donc le document que l'Union européenne doit nous envoyer pour voir exactement ce qu'il nous reproche. Maintenant, donc tout étant dit que donc c'est des choses donc peut-être qui peuvent arriver dans le cadre de certains manquements au niveau, n'est-ce pas, ministériel, mais en tout état de cause, donc ce qui est grave. Donc, c'est aller jusqu'à l'alerte rouge qui pourrait donc supprimer l'agrément. Et comme c'est une alerte zone, ça veut dire qu'il y a des infractions qui ont été commises. Donc, et ces infractions doivent donc être corrigées. Et je pense que si nous avons reçu donc le document complet que l'Union européenne doit nous faire parvenir, les techniciens vont s'y penser et voir exactement quels sont les manquements en vue de remédier véritablement ce problème. Donc, comme je l'ai dit tantôt, hein, donc c'est une convention que nous avons avec l'Union européenne qui respecte beaucoup de réglementations en termes de pêche, voilà, donc en termes d'exportation, donc au niveau de l'Union européenne. Et véritablement, si nous avons reçu donc les injections de l'Union européenne, nous aurons exactement de quoi qu'ils nous reprochent et éventuellement nous pourrons donc prendre des décisions hardies. Et les autorités, je pense qu'ils sont en train donc de tout faire pour que véritablement la pêche retrouve son lieu d'entente et que la durabilité, n'est-ce pas, au niveau du secteur de la pêche puisse véritablement donc prendre forme, parce que sans ça,
nous allons inéluctablement vers donc la décadence au niveau donc du secteur de la pêche. Donc cela a des conséquences désastreuses pour les Sénégalais. Et en même temps, Barthélémy, il faut donc retenir que véritablement, il faut que l'autorité aussi au niveau ministériel puisse véritablement faire en sorte pour que les Sénégalais qui gravitent autour du secteur de la pêche soient protégés. Parce que parfois, étant donc syndicalistes, nous avons vu que donc les étrangers sont privilégiés au détriment des nationaux qui s'investissent dans le secteur de la pêche, donc, et qui emploient véritablement énormément donc de personnes, et que si ces nationaux ne sont pas donc protégés, il y aura donc des faillites au niveau de ces industriels, des manques d'emploi terribles, et ça véritablement ça va avoir des conséquences, n'est-ce pas, au niveau de ces entreprises même et au niveau des travailleurs. Et au niveau des travailleurs. Merci beaucoup, M. Dramé. Je reviens à vous tout à l'heure. Docteur Alioune Ba, la pêche, on le sait, c'est un enjeu politique au Sénégal. Le président de la République, le nouveau, Bassirou Diomaye Faye, qui a demandé l'audit du pavillon sénégalais, visé souvent par des soupçons de prête-nom, ainsi que l'évaluation des accords et licences de pêche. En réaction, le Sénégal se retrouve avec un carton jaune. Alors, comment vous appréciez tout cela? Est-ce qu'il faut redéfinir, revoir les licences de pêche dans leur ensemble? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour permettre à la pêche de retrouver son lustre d'antan? Bon, je pense que globalement, ce qui doit être fait, c'est de faire tout simplement table rase et de revoir vraiment qu'est-ce qui ne va pas dans la pêche. Certains points ont déjà été identifiés. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de sociétés mixtes. Donc, cette question doit être vraiment traitée. Mais aussi, tout ce qui est accord de pêche. Donc, parce qu'actuellement, pourquoi on demande tout cela? C'est qu'en fait, il y a une surcapacité au niveau des pêcheries sénégalaises. Ça veut dire qu'il y a plus de navires qu'il devrait y en avoir. Beaucoup de navires opèrent dans les eaux sénégalaises. Alors, on ne sait pas d'où viennent ces navires-là. Exactement. Donc, et aujourd'hui, ce qui est sur le point d'être arrivé, c'est qu'en fait, il y a le pavillon sénégalais est facilement pénétrable actuellement. Donc ça peut nous amener à une situation où on peut traiter le Sénégal comme étant un pavillon de complaisance. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à éviter parce que ça donne une mauvaise image du Sénégal du point de vue de l'extérieur, mais aussi ça contribue fortement à la surexploitation des ressources. Aujourd'hui, on le ressent. On ressent le fait qu'il n'y a pas assez de ressources. Déjà, M. Dramé en parlait. Donc, il y a une rareté des ressources. Et ça a une conséquence sur la sécurité alimentaire des populations. Le Sénégal, c'est un pays où on consomme le poisson tous les jours. Et le prix du poisson, aujourd'hui, tout le monde le sent. Donc, les prix ont augmenté du fait tout simplement de la rareté. Il faudrait que, par exemple, les autorités ont déjà pris des mesures et des engagements pour faire l'audit du pavillon. Je pense que c'est quelque chose de bien. Ça permettrait à résoudre tous ces problèmes de surcapacité, mais aussi de renégocier ces accords de pêche. Parce que ces accords de pêche aussi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, parce que l'accord il y a le merlu qui est déjà surexploité. L'accord en vigueur est en vigueur depuis 2019, cet accord entre l'Union européenne et le Sénégal, accord qui expire en novembre prochain. Exactement. Donc, c'est le lieu vraiment de renégocier, de revoir tout simplement cet accord de pêche. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour le Sénégal? Maintenant, si c'est pas bénéfique pour le Sénégal, il faudrait tout simplement les arrêter et refaire le nettoyage tout simplement de tout ce qui est navire de pêche industriel aujourd'hui qui se trouve dans le pavillon sénégalais. Essayer de voir comment est-ce qu'ils ont pu entrer dans le pavillon sénégalais et ceux qui sont entrés de manière irrégulière, on les enlève simplement du pavillon sénégalais. Ça donnerait en quelque sorte une bonne image de la pêche sénégalaise au niveau international
et ça pourrait aussi contribuer au fait de diminuer tout ce qui est pêche INN. Donc, et peut-être qu'on n'aurait plus de carton jaune. Merci. Merci beaucoup, Dr Alioune Ba. Omar Dramé, en quelques mots, l'accord entre l'Union européenne et le Sénégal expire en novembre prochain. La Commission, avant l'ouverture de nouvelles négociations avec Dakar sur une éventuelle reconduction des quotas accordés donc aux Européens, va bien sûr faire une évaluation. Alors, ces accords-là, ça doit être du gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Privilégier le Sénégal sur l'Union européenne, si l'on sait que le Sénégal, quand même, a besoin de l'Union européenne pour développer son secteur. Effectivement, Barthélémy, vous savez donc les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal concernent deux espèces, c'est-à-dire donc le thon, qui est donc une espèce hôtelière migratoire, et donc le merlu, qui est une espèce profonde. Et ces accords, donc moyennement, c'est une valeur donc que l'Union européenne doit verser au Sénégal à hauteur de 10 milliards durant la durée donc de l'accord, les 5 ans. Donc, et il y a 45 navires qui sont autorisés donc à pêcher dans les eaux sénégalaises. Et donc globalement, c'est ce qui est dit dans l'accord international sur donc les produits tonidés. Et donc en novembre, nous allons donc aller vers l'achèvement de cet accord. Et éventuellement, comme vous l'avez dit, les évaluations seront faites au niveau du Sénégal comme au niveau de l'Union européenne. Maintenant, les nouvelles autorités ont jugé nécessaire donc de revoir les contrats. Ce qui est sûr et certain que véritablement le profit du Sénégal doit être revu. Donc tout ce qui devrait véritablement entrer dans la caisse de l'État au profit même des Sénégalais doivent être revus, parce que quand même nous ne pouvons pas donc avoir des accords où le Sénégal donc n'a pas ses intérêts. Mais en tout état de cause, les évaluations seront faites. Nous verrons donc au moment venu, donc si véritablement en renégociant ces accords de pêche, donc quelles seront les dispositions qui seront prises, ou bien qu'est-ce que l'Union européenne donc en conformité avec les orientations des autorités sénégalaises. Donc, qu'est-ce qui est prévu donc dans ce sens? Nous verrons. Mais Barthélémy, donc la durabilité de la pêche doit être de mise. Et véritablement, pour que cela se fasse, il faut aller vers les assises de la pêche. Des assises de la Un pêche. conseil présidentiel sur la pêche qui va réunir tous les acteurs et penser donc véritablement sur donc cette durabilité. Sinon, nous allons donc tanguer tout droit vers la raréfaction totale de ces ressources, et cela va impacter donc la consommation, la sécurité alimentaire, donc la souveraineté alimentaire dans le cadre de la pêche dont nous parlons. Merci. Ça, je pense qu'il faut véritablement donc aller vers ces assises et trouver des solutions durables. Merci beaucoup Omar Dramé. Merci Omar Dramé, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal. Merci également au docteur Alioune Ba, responsable de campagne Océan pour Greenpeace Afrique. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Je rappelle que le GAIPES et le Forum civil tiennent une rencontre ce matin sur les enjeux de la publication de la liste des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sénégalaises. Nous y reviendrons. Merci, c'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba, digital Maïssa Mbaye, réalisation Eladji Ndiogou Diène, chef d'édition Awa Mbaye. Retour de l'info dans moins de 7 minutes à 13h avec Eladji Ndiogou Diène. Bonne suite de programme sur la RFM.